Honorable député d'Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à préciser que notre appui à ce projet de loi se fait vraiment dans l'espoir que lorsqu'il va être étudié en comité, que vraiment s'il y a des manquements au niveau de la recherche consensuelle avec les Premières Nations autochtones du territoire du Nord-Ouest, on va pouvoir y remédier. Donc, on appuie ce projet de loi-là, mais on croit vraiment qu'il devra être étudié très attentivement en comité pour vraiment répondre aux interrogations et aux besoins des gens qui vivent dans les territoires du Nord-Ouest. Mon collègue d'Abitibi, B. James Nunavik-Liu, et d'ailleurs mon voisin de circonscription que je rencontre très fréquemment, a négocié des accords similaires dans le passé, nommément celui de la Convention de la baie James, et il a souligné l'importance de reconnaître les principes d'égalité et de respect entre les nations. Il a aussi soulevé des préoccupations importantes à propos du manque de concertation, de modifications unilatérales lors de la rédaction du projet de loi C-15. Une des choses qui m'intrigue particulièrement quand on parle de ce projet de loi-là, c'est le temps écoulé entre les demandes d'une nation et l'action qui se passe sur la colline. Alors que la Convention de la baie James, un document de 500 pages, fut négocié et signé en seulement 1 an, les gouvernements fédéraux successifs auront pris plus de 13 ans pour arriver avec C-15. D'abord avec les libéraux, puis maintenant avec ce gouvernement conservateur, pour en arriver avec ce qu'on a devant nous aujourd'hui. Donc ça, c'est une de mes inquiétudes particulières, à savoir pourquoi ça a pris autant d'années que ça pour en arriver là. L'émancipation économique des territoires du Nord-Ouest, c'est un aspect important et en tant que porte-parole adjointe en matière d'énergie et de ressources naturelles, je sais pertinemment que le développement du Nord canadien va engendrer des emplois et on espère que ce développement-là se fera dans le meilleur intérêt des gens qui habitent le Nord et dans le respect de l'environnement et vers un avenir prospère et durable. À cet égard, hier, devant l'Economic Club du Canada, le député d'Outremont et chef du NPD a parlé de la vision du NPD en vue de bâtir un avenir énergétique durable, équilibré et prospère au 21e siècle. Les ressources naturelles sont une bénédiction et le secteur énergétique est le moteur de l'économie canadienne. C'est une opportunité unique qui se présente alors pour les gens du Nord d'être un engrenage important pour notre économie. On espère que des emplois de qualité pour les familles du Nord, en incluant les Premières Nations, vont tirer le plein potentiel de nos richesses naturelles de façon, bien sûr, responsable, en considérant l'équité avec les générations futures. Je suis consciente, par ailleurs, des coûts et des tarifs énergétiques élevés pour les gens du Nord et cette réalité engendre une inflation sur les prix de tous les produits de consommation des populations et j'espère qu'on pourra enfin rendre la vie abordable aux gens des territoires du Nord-Ouest. La pérennité du développement est cruciale pour permettre l'inclusion de tous à l'économie canadienne. On doit accroître le partage des retombées du développement et assurer de mettre de l'avant les conditions pour que les développements futurs soient faits de façon responsable. Responsable, ça veut dire de planifier dans le respect et l'inclusion des facteurs environnementaux et, le cas échéant, d'inclure des mécanismes de pollueurs-payeurs. L'exemple du vaste dépotoir industriel qui côtoie un des lacs d'eau douce les plus profonds du monde, celui de la mine Giant du Grand Lac des Esclaves à Yellowknife, nous rappelle donc la fragilité des écosystèmes du Nord. Les habitants du territoire du Nord-Ouest s'efforcent depuis des décennies d'obtenir des pouvoirs qui ressemblent un peu à ceux des provinces. Et bien sûr, le NPD est favorable au transfert des pouvoirs et appuie les territoires du Nord-Ouest dans leurs efforts visant à reprendre certaines responsabilités fédérales dans le Nord. Avec ce transfert lié aux terres et aux ressources des territoires du Nord-Ouest, une nouvelle page de l'histoire canadienne s'écrit et pour paraphraser Peter Parker, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités et j'espère, mais
j'espère, mais je suis sûre que les dirigeants des politiques et les entreprises qui œuvrent dans le Nord s'acquitteront de leurs devoirs avec diligence et dans les intérêts des habitants. On dirait, Monsieur le Président, que c'est toujours plus facile d'accepter cette responsabilité-là quand concrètement, c'est chez nous que les choses se passent. Les gens du territoire du Nord-Ouest sont les mieux placés pour savoir comment leurs ressources devraient être utilisées et l'autorité finale sur cette question devrait leur revenir. J'ose espérer que les développements futurs se feront en partenariat avec tous et qu'au lieu de considérer les Premières Nations comme des gens à convaincre, j'espère qu'on va saisir l'occasion pour forger un vrai partenariat durable. On doit bâtir une vraie relation de nation à nation avec les premiers peuples et je suis à même de témoigner de l'importance de les inclure comme acteurs dans notre économie. Pour ce faire, on doit soutenir les communautés nordiques afin de développer les talents locaux pour que les travailleurs ingénieux puissent y œuvrer localement. Donc, Monsieur le Président, ce que j'aimerais vraiment prendre le temps de signifier après ma lecture de ce projet de loi-là et aussi par mon expérience personnelle, bien que je ne vive pas dans les territoires du Nord-Ouest, je viens d'une région nordique et je peux vous dire à quel point, quelquefois, on a l'impression qu'il y a des décisions qui sont prises, qui n'ont aucun bon sens, et on se dit, mais coudonc, ces gens-là, sont-ils déjà venus nous voir chez nous? Est-ce qu'ils savent comment ça se passe? Et avec ce projet de loi-là, je suis vraiment heureuse qu'on va aller dans la tendance de vraiment redonner du pouvoir et de l'autorité aux communautés des Premières Nations et au gouvernement du territoire du Nord-Ouest pour qu'ils puissent eux-mêmes gérer leurs ressources naturelles, leurs terres publiques. Je pense que c'est juste quelque chose qui est logique. On est souvent mieux compris quand on prend nos propres décisions et les décisions sont souvent beaucoup plus éclairées. Et grâce à ce projet de loi-là, qui, par ailleurs, peut présenter encore certaines lacunes qui vont être traitées en comité, en consultation, je l'espère, avec les communautés qui sont touchées et avec les gouvernements en place. Avec ce projet de loi-là, on va justement redonner ce pouvoir-là et peut-être justement avoir une gestion plus efficace des ressources naturelles dans ces communautés. Et on sait le potentiel au cours des prochaines années pour nos ressources naturelles dans le Nord. Donc, je crois que de pouvoir leur redonner ce pouvoir-là, ça va leur donner vraiment la possibilité de bâtir une vision à long terme de qu'est-ce qu'ils veulent pour eux, qu'est-ce qu'ils veulent pour les territoires du Nord-Ouest, comment ils veulent se développer. Maintenant, quand on parle d'un projet de loi comme ça, c'est souvent des projets de loi qui sont quand même assez complexes dans le sens où est-ce qu'ils présentent plusieurs clauses, plusieurs conditions. Et une étude approfondie en comité va permettre, oui, d'ajuster le projet de loi s'il y en a besoin, mais une des choses, j'espère, qui est le plus importante pour tous les députés, c'est de s'assurer que le projet de loi, après l'étude en comité, après, j'espère qu'on va accepter des amendements si il y a des amendements qui s'avèrent nécessaires après les discussions qu'on va avoir eues en entendant les témoins. J'espère que ce qu'on va arriver à faire, c'est vraiment avoir un projet de loi qui correspond aux besoins des gens du Nord. Il faut comprendre que dans ce cas-ci, pour moi, c'est très important qu'on ne bâtisse pas un projet de loi qui réponde aux besoins du gouvernement à proprement dit, mais que ce projet de loi-là corresponde vraiment aux besoins, aux volontés, aux désirs d'émancipation des communautés du territoire du Nord-Ouest. On ne peut pas avoir une attitude dans le cas de ce projet de loi-là où est-ce qu'on tente d'imposer. Il faut vraiment que ça soit fait en consultation et en discussion et en harmonie avec ces volontés-là pour qu'on vraiment on arrive à un projet de loi qui est concret, qui réponde à leurs besoins et qui, si on peut dire, n'aura pas besoin d'être révisé
à cause d'erreurs qui pourraient s'être glissées. Si on prend le temps d'en discuter de manière sérieuse et d'accepter cette discussion ouverte d'égal à égal, je crois qu'on peut arriver à un bon résultat et ça va être les gens des communautés du Nord qui vont pouvoir en bénéficier, Monsieur le Président. Questions and comments? The Honourable Member for Athabasca Fort McMurray. Thank you, Mr. Speaker, and thank you to the member across the way for complimenting this government on some great initiatives that we have done, record amounts of land that has been set aside for national parks, and certainly taking many, many steps towards environmental stewardship. And I want to confirm with the member that we did, in fact, consult extensively, and in some areas there was additional consultation because of some concerns that stakeholders brought up relating to some specific concerns with locals. But I want to ask the member if she actually would like to talk a little bit about some of the things, the positive things the bill does, such as increases existing fines and establishes administrative monetary penalties under, of course, the Mackenzie Valley Resource Management Act and the Northwest Territories Waters Act, and the steps that we've taken to protect the environment in both of these cases. And if she would like to also comment in particular in these new enforcement measures, and would they actually improve compliance, because that's, of course, what our stakeholders have told us clearly in consultations. So would she like to provide additional comments and complementary comments in relation to this government's move on those two fronts? L'honorable député d'Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'était une très longue question. Donc, si je peux dire, le point positif dans ce projet de loi-là, et je pense que j'ai insisté beaucoup dans mon discours, c'est vraiment le fait, pour moi, qu'on redonne de l'autorité et du pouvoir au gouvernement des territoires du Nord-Ouest, donc qu'on redonne la capacité aux gens du Nord de se gérer eux-mêmes. Et c'est vraiment l'idée en arrière de ça, de se gérer eux-mêmes que j'appuie et que j'applaudis. Parce que pour moi, c'est vraiment une priorité. Étant moi-même résidente d'une région nordique, je crois qu'on est les mieux placés pour se gérer nous-mêmes. Maintenant, cela étant dit, c'est sûr qu'il y a plusieurs détails au niveau, si on peut dire, un peu plus technique et qui vont devoir être étudiés en comité. Je crois que la majorité d'entre eux ont été faits en consultation, donc logiquement devraient répondre aux besoins des communautés du territoire du Nord-Ouest, mais il y a peut-être certains éléments qui, malheureusement, eux, ne correspondent pas nécessairement à leurs besoins. Et justement, pendant l'étude en comité, les gens vont pouvoir apporter ces points-là s'il y en a et apporter, si on peut dire, des suggestions de correctifs qu'on peut faire pour que vraiment le projet de loi corresponde à leurs besoins. Question et commentaire, l'honorable député de Brome-Missisquoi. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier ma collègue d'Abitibi-Témiscamingue pour son discours très détaillé et très instructif, comme d'habitude. Je voudrais citer plutôt Boileau, qui dit « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément ». Donc, j'aimerais demander à la députée, ma collègue d'Abitibi-Témiscamingue, pourquoi les conservateurs font-ils fi des préoccupations des Premières Nations et des Métis? Pourquoi ils font la sourde oreille à leurs préoccupations et pourquoi vont-ils de l'avant avec la création d'un super conseil? L'honorable député d'Abitibi-Témiscamingue. Pour ma part, j'ai de la difficulté à comprendre l'attitude conservatrice en règle générale. Pour moi, c'est quelque chose de très simple de s'asseoir avec quelqu'un et de discuter d'égal à égal, entre autres avec les communautés autochtones. Et c'est un principe que j'applique quand je vais visiter les communautés dans mon coin. Malheureusement, ce gouvernement-là a l'air d'être incapable de s'asseoir avec quelqu'un et juste de discuter. Regardez, le leader du gouvernement n'est même pas capable de s'asseoir avec notre leader pour discuter de l'ordre du jour de la Chambre des communes et qui est obligé d'imposer bâillon, pas obligé, il le fait parce qu'il est incapable de négocier. Donc, il impose bâillon après bâillon, on est rendu au 58e. Donc, s'ils sont même pas capables, des leaders en Chambre
le leader du gouvernement n'est même pas capable de parler à notre leader pour juste discuter de l'ordre du jour de la Chambre des communes, bien, quelle attitude ils ont quand ils vont discuter avec les communautés des Premières Nations? Ça me fait peur un peu. Puis peut-être que leur attitude, en règle générale, pour faire la politique, explique qu'ils ne sont pas capables de discuter d'égal à égal avec les leaders autochtones. Resuming debate, the honourable member for Edmonton Strathcona. Thank you, Mr. Speaker.